Thérapie de conversion et discrimination LGBTQIA+. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Julia Torlet, présidente et porte-parole de SOS Homophobie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, je suis ravie de te rencontrer en personne. Et bonjour à Denis Quinqueton, membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et coordinateur de l'Observatoire LGBTQIA+, de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Avant de commencer avec vous, je donne aussi la bienvenue aujourd'hui à David. Bonjour Christina. Bonjour David. David est un bénévole que normalement il va rejoindre Vivre avec les VIH. Exactement. Il va nous accompagner avec une nouvelle voix. On aura le plaisir de découvrir sa voix, ses témoignages. Je suis très contente. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, je disais une introduction, thérapie des conversions. Pour faire un peu l'histoire, il y a eu une forte mobilisation européenne les mois de mai en soutien d'une initiative citoyenne contre les thérapies des conversions. 600 000 signatures récoltées en une seule semaine, dont 450 en France. Alors déjà, thérapie des conversions. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est-à-dire, est-ce que je suis la seule à penser que c'était quelque chose qui faisait partie du passé ? Enfin, alors, je ne sais pas si ça faisait partie du passé, mais moi, c'est vrai qu'au départ, la première fois qu'on en a parlé, c'était pendant les années 2010. Je pensais que c'était déjà réprimé par la loi, puisque c'était finalement une démarche qui consistait à faire une pression psychologique extrême sur quelqu'un ou à abuser quelqu'un, et voilà. Et en fait, on m'a expliqué de manière argumentée que non, c'était des flous, et que du coup, les flous servaient d'espace pour des criminels pour s'insérer, quoi. Enfin voilà, et torturer ou malmener des personnes. Donc c'est comme ça que dans le courant de la deuxième moitié des années 2010, en fait, en France, on a commencé à se dire qu'il fallait traiter cette question-là spécifiquement dans le code pénal. Oui, effectivement, les thérapies de conversion, ça avait l'air d'être un processus très archaïque comme ça, mais ça fait effectivement partie, comme tu le dis Denis, des brèches juridiques qui avaient été occultées, des choses en fait qui semblaient tellement, dans les années 2000-2010, qui semblaient tellement évidentes dans leur aspect inacceptable, qu'on avait oublié de légiférer dessus. Et qu'on y avait... En fait, je crois qu'on n'avait même pas pensé à légiférer sur les thérapies de conversion, tant ça semblait improbable. Mais c'est vrai, effectivement, tu as raison de le souligner, que dans les années 2010, fin 2010, il y a eu plusieurs affaires qui ont fait ressortir l'existence, qui était toujours là, des thérapies de conversion. Et donc, le fait qu'il y ait ces quelques affaires qui ressortent ont mis le pied à l'étrier de l'appareil juridique, justement. Alors moi, si je dois parler par rapport à mon pays d'origine, qui est le Congo évidemment, cette thérapie de conversion, elle existe jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Surtout dans nos propres familles, on est souvent victime de cette thérapie. Notre entourage, la société, on est jugé par rapport à l'aspect physique. Par exemple, on te dit, tiens, tu as un bel homme comme ça, comment tu peux être gay ? Ça bloque déjà. Oui. On te juge par rapport à ce que tu es. Parce que, entre guillemets, chez moi au Congo, en Afrique, pour être gay, il faut être spécifiquement efféminé. Alors quand tu es bien battu et tout, on te dit, tiens, comment tu peux choisir ? C'est comme si on pouvait choisir. C'est comme si on se lève un matin, on se dit, tiens, je deviens gay. Voilà. Donc, on est vraiment victimisé par rapport à cela. Et après, par rapport à des données qu'on a par rapport à l'Europe, rien qu'en 2023, 2% des personnes LGBTQIA+, déclarent d'avoir subi vraiment une thérapie, et 5% d'avoir vu proposer des thérapies qui peuvent être floues, ils peuvent être plus strictes ou moins, mais quand même une thérapie. Il y a 19 des 27 pays où il n'y a pas une législation. Ce flou que vous disiez, mais en France, c'est quand même très récent. La loi est de 2022. Tout à fait, mais c'est récent partout. Hein. C'est le plus ancien pays qui est légiféré, c'est Malte, dans les pays membres de l'Union. C'était en 2016, l'Allemagne c'était en 2020,
France et Grèce, c'était en 2022, Chypre, Espagne en 2023 et Portugal l'année dernière. Donc ça reste une prise de conscience récente. Moi, je trouve que ça révèle autre chose aussi. C'est que, en fait, les pseudothérapies de conversion, les pseudothérapies de pseudo-conversion, si on veut Oui, le c'est bien de les appeler comme ça. Le pseudo, ça leur va bien. parce que c'est vraiment pas des thérapies. Et puis la conversion, ça marche pas. Et la conversion, ça marche pas. Mais justement, je trouve que ça relève aussi, et c'est en écoutant David que j'ai pensé à ça, je trouve que ça révèle aussi, l'inconscient de l'orientation sexuelle, c'est un choix. Or, le choix, il réside dans le fait de le vivre ou pas. Pour le reste, ça relève pas du choix. C'est pas, on ne se réveille pas un matin en se disant tiens, je deviens lesbienne ou je deviens gay. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et en fait, les thérapies de conversion ce sont pour les gens qui... Parce qu'il y a des gens de bonne foi, malheureusement, dans tout ça. En plus, il y a des manipulateurs et des manipulatrices. En général, c'est plutôt les mecs. Mais pour les gens de bonne foi, ça s'appuie aussi là-dessus, c'est-à-dire sur l'idée que c'est quelque chose qu'on peut modifier. Bon, après, on n'est pas... Là, ça va loin, puisque c'est quand même des actes de... faut appeler un chat, c'est des actes de torture psychologique ou physique, en général. Oui, et puis ce qui aussi a rendu particulièrement... tardive cette prise de conscience autour des thérapies de conversion, c'est que et je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a effectivement, David le disait, le fait que souvent ça vienne de la famille, et donc on a l'impression que c'est quelque chose qui est très interne, qui doit pas sortir, qui relève du privé, de l'intime, parce que ça se règle en famille, avec les parents, avec la fratrie, etc. Donc ça, c'était compliqué déjà à mettre en lumière pour légiférer, parce que dans le cadre familial, on a toujours du mal à faire venir la loi. Donc il y a cette première chose. Et puis la deuxième chose aussi, le deuxième facteur, c'est que les thérapies de conversion, surtout aujourd'hui, dans ces 10-20 dernières années, prennent des caractères extrêmement insidieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a toujours des pratiques de torture, notamment physique, mais de moins en moins, alors que ça se pratiquait beaucoup plus massivement il y a plusieurs décennies. Aujourd'hui, les thérapies de conversion, et je dis aujourd'hui parce que malgré l'interdiction en 2022 en France, il y a toujours des thérapies de conversion, même en France, malgré l'interdiction. Ça se pratique toujours, mais ça se pratique extrêmement sous cape. C'est-à-dire que c'est toujours masqué derrière... des stages pour être, par exemple, d'épanouissement pour les ados, par exemple, ou des sessions de psychologie, de travail psychologique. Et en fait, c'est toujours masqué sous quelque chose qui n'a pas l'air d'être une thérapie de conversion. Et je pense que c'est pour ça aussi que la loi a tardé. Oui. C'est parce que, forcément, jamais vous n'aurez marqué, étiqueté en gros, stage thérapie de conversion, venez, on va vous changer. C'est jamais affiché comme ça. C'est toujours être mieux dans sa peau quand on est ado, être plus en phase avec la société. Ouais. C'est toujours des appellations très, très insidieuses comme ça. Et donc ça, je pense que ça a aussi beaucoup retardé la réflexion sur les thérapies de conversion. Voilà. Si je dois renchérir par rapport à ce que vous venez de dire par rapport à l'âge, et très souvent, on est victimisé par rapport à l'âge aussi. On te dit, tiens, comment à 50 ans tu peux être gay ? C'est comme si quand on atteint 50 ans, on doit changer de direction, on doit changer d'orientation. Donc vraiment, c'est un travail que, je sais pas, c'est un travail qu'on doit faire. C'est un combat, en fait. Oui. C'est une lutte qu'on doit amener tout le jour, à faire comprendre aux gens que être gay n'est pas un choix, mais sinon un fait. Parce qu'on est gay, on ne devient pas. Oui, et puis l'orientation sexuelle, c'est pas un désordre adolescent, quoi. Parce que c'est aussi ça que ça raconte, en fait. Oui. Quand tu dis 50 ans, on n'est pas gay, pourquoi ? Mais c'est parce que, en fait, pour certains, l'homosexualité est un désordre adolescent. C'est on cherche, on essaye, mais d'où on essaye. Enfin, c'est beaucoup plus profond que ça, quoi. Et ce que disait Julia aussi sur les familles, c'est intéressant, je trouve, parce que il y a aussi, et ça percute
une actualité un peu sur le moyen terme. Non seulement la famille, c'est le privé, donc on a du mal à y faire arriver la loi, en effet, et d'autre part, on vit avec une croyance, alors qui est en train de s'effriter légèrement, mais que la famille est par essence bienveillante. Donc du coup, ça rajoutait une couche sur la difficulté de faire arriver la loi. Bon, quand on sait aujourd'hui que... j'ai un trou, mais je crois que c'est un enfant sur 3 qui est victime d'inceste. Ouais. Bon, on comprend que la famille n'est pas par essence bienveillante, voilà, et qu'il faut que la loi y mette de temps à autre bon ordre. Et à propos de loi, du coup, est-ce qu'on peut revenir sur cette initiative citoyenne européenne? Parce que c'est un dispositif qui m'interpelle un peu, existe du coup depuis 2012. Et du coup, maintenant que ces signatures ont été déposées, l'Europe a 6 mois pour, entre guillemets, faire quelque chose. C'est ça. On attend quoi maintenant? Ouais, c'est assez... c'est pas extrêmement contraignant. Je trouve que c'est un bon outil du débat public. Je trouve que c'est génial, cette initiative, parce que ça a permis qu'on en parle beaucoup, parce qu'1 million de signatures, il faut aller les chercher, enfin 1 250 000, je crois d'ailleurs. Bon, la France a largement apporté son tribut, puisqu'il y a la moitié des signatures qui sont françaises. Mais il y a d'autres pays qui se distinguent quand même un peu... en Espagne et en Belgique aussi, il y a un très fort taux de signature. Alors là, on est dans la phase, je crois, de vérification des signatures, parce qu'évidemment, comme c'est quelque chose d'officiel, il faut attester que toutes les signatures sont réelles, enfin, sont pas inventées. Voilà, donc ça, c'est alors petit détail amusant, enfin amusant pas tant que ça. En France, cette tâche revient au ministère de l'Intérieur. Bref. Quand on connaît le titulaire du poste, bon, mais enfin, il ne va pas pouvoir bidonner les affaires comme ça. Et après, en fait, la seule obligation de la commission, c'est de répondre. Donc, ils peuvent très bien répondre, il n'y a pas de sujet. D'accord. Mais en tout cas, ils sont obligés de se positionner et ils ne peuvent évidemment pas faire la réponse que je viens de faire, ou alors il va falloir vraiment l'argumenter. Et par ailleurs, le Parlement européen peut s'en saisir et on peut aussi compter quand même sur quelques parlementaires européens, enfin quelques parlementaires européennes et quelques parlementaires européens, pour au moins provoquer un débat, c'est-à-dire finalement remettre le sujet sur la table, quoi. Oui, c'est ça. De toute façon, effectivement, cette pétition, cet appel à signature, c'est une impulsion qui est donnée. Ouais. C'est pas un outil législatif à proprement parler, parce que l'outil lui-même n'a pas de conséquences directes, mais c'est une impulsion qui est donnée, c'est ça. D'accord. Oui. D'ailleurs, ça m'a fait un peu penser, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais parce que... on parle par exemple de violence verbale, physique, sexuelle dans l'espace public, mais si on constate le côté entre guillemets légal, il y a peu de plaintes par rapport à ça. Bon, là, je suis passée un peu vraiment plus dans le vif du sujet. Il y a peu de plaintes. Et pourquoi, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là aussi, si c'est pas comment on peut donner des espaces, créer des espaces. Il y a beaucoup de facteurs différents qui expliquent ce peu de plaintes. Effectivement, quand on regarde les chiffres, on le sait, pour les LGBTI-phobies, mais en fait, c'est un peu le même chiffre partout. Il y aurait, parce que c'est un chiffre hypothétique, 4% des victimes qui porteraient plainte, ce qui est effectivement excessivement peu. Mais ça s'entend. Déjà, il y a quelque chose d'un peu culturel dans l'absence de dépôt de plainte, c'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on vit dans une société, je parle là de la France, mais dans une société qui a tendance à jeter une certaine honte sur les victimes, à faire porter la responsabilité aux victimes. C'est le cas dans pas mal de types d'agressions. Je pense notamment aux violences sexistes et sexuelles, où on a quasi systématiquement tendance à faire porter une responsabilité aux victimes parce qu'elles n'étaient pas habillées comme il fallait, parce qu'elles n'étaient pas dehors à la bonne heure, parce qu'elles étaient mal accompagnées, etc. Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose dont culturellement on a l'habitude.
Quand on regarde du côté des LGBTI-phobies, il y a en plus de ça une couche de non seulement de honte, mais aussi de peur, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on sort de plusieurs décennies où les forces de l'ordre n'étaient pas avec les victimes de LGBTI-phobie, mais contre les victimes de LGBTI-phobie, voire qu'elles fabriquaient elles-mêmes des discriminations. Et donc, on vit quand même avec cette mémoire-là des forces de l'ordre qui ont créé des discriminations elles-mêmes pendant des décennies. Et même si aujourd'hui, les jeunes n'ont pas forcément vécu ces années-là, ils et elles en sont les héritiers et les héritières malgré tout. Donc ça explique le fait qu'on a des difficultés à aller porter plainte. Et puis après, il y a des difficultés très concrètes, c'est-à-dire que quand on va voir les forces de l'ordre pour une agression homophobe ou transphobe, ça se passe pas toujours bien. Alors dans le meilleur des cas, la plainte est reçue comme il faut, mais ça peut être un peu maladroit, un peu difficile dans la prise de plainte. Mais dans le pire des cas, il y a des... alors, on n'a pas le droit de refuser une plainte en France, mais néanmoins, il y a des façons de la détourner. C'est-à-dire que parfois, les forces de l'ordre disent « Bah oui, il y a eu agression, mais bon, est-ce que vous êtes vraiment tout à fait sûr que c'était pas un petit peu de votre faute ? Est-ce que vous êtes tout à fait sûr qu'il y avait un caractère homophobe ou transphobe ? Est-ce que ce caractère-là, on le garde jusqu'au bout de la procédure juridique ? » Donc, il y a plein d'obstacles. Et ça fait hésiter les gens. Sans compter par-dessus les agressions dont on connaît la recrudescence, et je pense notamment aux guet-apens, alors qui ne sont pas du tout un phénomène nouveau, qui sont un phénomène très ancien, mais qui connaissent depuis ces dernières années une recrudescence quand même. Et sur les guet-apens, pour le coup, il y a vraiment un phénomène de honte d'être tombé dans le guet-apens. Alors que c'est évidemment pas de la faute de la victime, mais il y a quand même ce truc de « je suis tombé dedans ». Et donc, je n'ose pas aller voir les forces de l'ordre. Donc voilà, tous ces facteurs-là, qui sont multiples, expliquent un peu le très faible chiffre de dépôt de plainte. Et voilà. Et moi, par rapport à mon cas, où j'ai un ami d'ailleurs qui a été victime, parce que Congolais d'origine aussi comme moi, demandeur d'asile après, et il a eu sa protection. Mais après, il vit avec un gars. Et quelques temps après, le gars ou les amis de son gars l'ont agressé. Il est allé porter plainte, mais jusque-là, il n'a pas trouvé gain de cause. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il n'est pas français. C'était un bloc. Ensuite, parce qu'il était gay. Vous voyez un peu. Alors, parfois, on se pose la question, nous, en tant que demandeurs d'asile étrangers, LGBT, est-ce qu'on a vraiment notre place ici en France ? Lorsqu'on est victime d'agression, par exemple verbale ou physique, comment est-ce qu'on peut porter plainte face à notre bourreau ? C'est ça les questions qu'on se pose aussi. Parfois, on se dit, est-ce que la France, vraiment, c'est un pays sûr ou pas pour nous, LGBT ? Ce sont des questions qu'on se pose parfois nous-mêmes aussi. Parce que parfois, là où on habite, on a parfois honte aussi de s'exprimer. Moi, j'ai fui mon pays à cause de mon orientation sexuelle. Je me suis dit, en France, je peux vivre librement ma vie, mais par contre, on est parfois de vivre caché parce qu'on est LGBT, on est gay. Voilà, donc ce sont des questions, ce sont de problèmes qu'on se pose. C'est la grosse contradiction, on peut demander l'asile pour ces raisons, mais ne pas se sentir trop à l'aise. Ouais. Le fait est que la France n'est pas un pays sûr à 100%, pour reprendre cette terminologie. Et en effet, comme le disait Julia, notamment dans le dispositif, c'est quelque chose qu'on a constaté, nous, dès le début, la première enquête qu'on a fait à l'Observatoire en 2018, ça nous est déjà sauté à la figure, parce qu'en fait, on n'en avait pas conscience. C'est qu'en effet, alors c'était un peu plus, mais voilà, grosso modo, il y avait... nous, dans le sondage qu'on avait fait, il y avait 90% des actes qui n'étaient pas portés à connaissance de la justice, enfin de la police et de la justice, et c'est quand même très frappant. Bon, depuis, on a compris des choses, c'est-à-dire que, parce qu'on retrouve des chiffres assez similaires, voire pires pour les agressions sexistes et sexuelles, donc on voit bien qu'il y a une question là sur le fait que, en effet, alors que dans un pays idéal, encore que je ne sais pas si ça existe, ni même si c'est souhaitable, mais on pourrait penser qu'un commissariat de police est un lieu de refuge,
donc un lieu où on va en sécurité, et ben en fait là, dans ces cas-là, qu'on soit femme, qu'on soit d'une orientation sexuelle minoritaire entre guillemets, et ben on ne va pas dans un poste de police en sécurité. On sait que c'est une nouvelle épreuve qui attend, et moi je le crois, même moi encore aujourd'hui. Moi j'ai été agressé il y a longtemps maintenant, et à aucun moment je me suis dit je vais aller porter plainte. À aucun moment je me suis dit, c'est dingue, en fait j'y ai repensé après, et je me suis dit, sur le moment, à aucun moment je me suis dit la solution c'est d'aller porter plainte. Ça m'a même pas effleuré l'esprit. C'est après que je me suis dit, tiens, mais quand même, c'est bizarre. Après, il faut se faire peut-être accompagner par des associations. À Paris, on a quand même cette chance. Oui, effectivement, il y a pas mal d'associations qui font ce travail d'accueil des victimes et d'accompagnement ensuite sur le chemin, alors du dépôt de plainte, éventuellement tout le chemin juridique qu'il y a derrière. Mais oui, effectivement, il ne faut pas hésiter. Nous, chez SOS Homophobie, effectivement, c'est un peu notre spécialité d'accueillir la parole des victimes et ensuite d'accompagner les victimes pour leur permettre d'obtenir ce qui leur convient. Alors pour certaines personnes, ça va être effectivement un dépôt de plainte, une poursuite en justice, etc. Pour d'autres personnes, ça va être une reconstruction d'elles-mêmes après avoir vécu quelque chose de traumatisant. Mais en tout cas, voilà, il y a des dispositifs qui écoutent. Nous, chez SOS Homophobie, on a une ligne d'écoute, on a des dispositifs d'écoute même en ligne sur Internet, et une commission de soutien juridique avec des juristes qui sont là justement pour accompagner les victimes. Mais effectivement, dans ce contexte qu'on décrit, où malgré ce qu'on pourrait croire, la France, avec tout son arsenal de lois qui a l'air très très bien vu comme ça, vu de loin, et finalement n'est pas si efficace que ça, avec tout ce contexte-là, il ne faut vraiment pas hésiter à se tourner vers les associations qui, pour le coup, font un travail de terrain qui est directement celui du contact avec les victimes. Tout à fait. Et puis qui développe une expertise, parce qu'à force de le faire, parce qu'on apprend, on sait, par exemple, quels sont les éléments qui vont aider à étayer la plainte et tout ça, quoi. Donc c'est vraiment très important de prendre la précaution de s'adresser aux associations, et puis c'est aussi très humain, parce que ça veut dire qu'on n'est plus tout seul, on n'est plus isolé, et qu'une des caractéristiques des victimes, c'est souvent d'être isolé. Oui. Et c'est ça qui est très dur. Nous sommes dans le mois des fiertés. J'étais contente de terminer la saison de Vivre avec les VIH avec cette émission. Bientôt, il va y avoir la marche des fiertés en France. En Italie, elle est déjà passée. Je veux un peu vous parler de ce cas en particulier. On n'a pas du tout lu dans la presse officielle, disons, on n'a pas vraiment entendu parler de cette marche, mais on a entendu parler d'une polémique. La polémique, c'était, mais est-ce qu'on a encore besoin d'une marche des fiertés en 2025 ? Voilà, je vous pose à vous la question de manière provocatoire, mais vous me comprenez. Est-ce qu'on a encore besoin d'une marche des fiertés ? Je crois que oui, et je crois que peut-être plus que jamais, plus en tout cas pour ces dernières années, en tout cas. Oui, parce que David disait il y a un instant, la France, c'est pas un pays si sûr que ça, et j'en suis bien d'accord. Oui, tant qu'il y aura des différences, ne serait-ce, et je ne prends que cet exemple-là parce qu'il y en aurait beaucoup, mais ne serait-ce que dans la façon dont on investit l'espace public, ne serait-ce que ça, tant qu'on ne peut pas le faire de manière sûre, libre et en sécurité, oui, c'est une nécessité. Et on le sait que c'est pas possible. On le sait que les petits gestes anodins, ne serait-ce que prendre la main de la personne avec qui on est, avoir un geste d'affection, ce genre de petites choses, ça n'est pas encore quelque chose qu'on peut faire en sécurité en France, même à Paris. À Paris, il y a des endroits où on est un peu plus protégé. Mais c'est pas du tout partout, loin de là. Et donc c'est pas qu'une histoire de grosses villes, petites villes, villes et ruralité. Tant qu'on n'a pas cette possibilité d'investir l'espace public de manière sûre, oui, c'est une nécessité. Et la marche, elle sert aussi à ça, justement. Elle sert aussi à dire, il y a une journée dans une ville où on prend l'espace public et où on montre une visibilité.
Bon, après, il y a 1000 autres raisons de marcher. Hein. Il y a la défense des droits qui sont déjà acquis, il y a tous les droits qui restent à acquérir. Il y a évidemment un contexte qui tend aujourd'hui à non seulement à obliger au silence les personnes LGBTI, mais plus grave encore, à en faire des espèces d'épouvantail pour créer des paniques morales, d'utiliser les personnes LGBTI comme des prétextes pour effrayer, pour donner des espèces de peurs un peu des chimériques comme ça. Et donc ça, c'est aussi évidemment des raisons de marcher. Mais je crois que déjà, la marche, c'est aller sur le trottoir, c'est aller dans la rue et c'est dire qu'on est là. Tout à fait. Moi, j'ai un souvenir qui n'est pas parisien, mais il y a une dizaine d'années, il y a eu une première marche à Orléans. Et j'y étais parce que j'ai des amis militants dans la région qui m'avaient dit « Viens, viens ». Et donc, j'y avais été. C'était un moment très, très chouette. Et en fait, à l'arrivée, à un moment, mon regard j'ai balayé la place où on était arrivé du regard et j'ai vu deux jeunes filles qui étaient qui se tenaient la main, enfin un peu plus même, peu importe, mais voilà, qui se marquaient des signes d'affection. Et je me suis dit, et c'est là que je me suis dit, tiens, voilà, c'est à ça que ça sert. C'est-à-dire que, comme dit Julia, on prend l'espace public pendant une journée, enfin pendant une après-midi même souvent, voilà, et on dit là, il n'y a plus de discrimination. Là, on est sûr, parce qu'on est nombreux, qu'il n'y a plus de discrimination. Le reste du temps, c'est un peu plus hasardeux et c'est effectivement pour ça que ça reste plus que jamais nécessaire. Et après, oui, il y a quand même beaucoup de menaces qui planent là avec des délires du débat public, des pseudo-sciences aussi, là encore, des pseudo-études scientifiques complètement frelatées. Dont même ceux qui les utilisent ou qui les invoquent savent qu'elles sont frelatées d'ailleurs. Et tout ça, ça pourrit le débat public, ça remet en cause les droits acquis et évidemment ça complique. Parce qu'on parlait des discriminations tout à l'heure. Avant de venir, j'ai re-regardé le rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et systématiquement, en fait, dans l'ordre, les gays sont moins victimes de discrimination. Après, les lesbiennes sont un peu plus victimes de discrimination parce que c'est les femmes. Enfin, pas parce que, mais voilà, non, mais c'est double. Le croisement les lesbiennes ont à la fois l'homophobie et le sexisme. Voilà, exactement. Et les personnes qui sont le plus discriminées, le plus agressées, en proportion de la population, de leur population, c'est les personnes trans. Oui. Et ne serait-ce que pour ça aussi, c'est précisément pas le moment de lâcher l'affaire, c'est pas le moment de les abandonner. Et je peux me permettre, si on rajoute aussi, si on est dans une situation d'immigration, alors là, ça ajoute une quintuple peine, je ne sais pas. Tout à fait. Et David, je voulais savoir, depuis que tu es en France, tu as eu l'occasion de participer à une marche des fiertés ou pas encore? Oui, bien sûr. Oui. Parce que déjà, avec ce beau sourire, tu me l'as dit. Ouais. Mais c'était l'année passée. C'est le 29 juin, je me rappelle d'ailleurs. Et c'était un rêve pour moi. Déjà, dans mon pays d'origine, je voyais ça à la télé, la Gay Pride. Je dis, tiens, un jour, je vais assister, je vais participer. Et une fois en France, quand on m'a dit que, tiens, ça sera le 29 juin, c'était l'année passée, j'ai dit, oh, voyons au monde, je pourrais manquer ça. Et j'étais là aussi. Et je crois que cette année, je serai là aussi. Oui. Ouais, en tout cas. Tout à fait. Oui. Et en 2027, on fêtera, souhaitons-le, les 50 ans de la marche de Paris. Ah, ouais. D'accord. Parce que la première a eu lieu en 77. Alors, beaucoup moins nombreuse, mais... et elle a eu lieu, et d'ailleurs j'en profite, elle a eu lieu grâce à des militantes féministes. Hein, okay. Parce que les mecs, c'est pas complètement courageux. Oui, comme quasiment un peu tout dans les c'est quand même les féministes qui nous ont sortis de notre torpeur. Mais oui. Mais quand on relit l'histoire des mouvements gays de manière générale, ils sont toujours tractés en locomotive par les lesbiennes. Et oui, mais bon, ça fait partie de la grande histoire invisible des lesbiennes. Ouais, mais qu'il faut à réécrire aujourd'hui et à donner à voir. Mais oui. Parce que par contre, après, on n'a pas oublié de les éjecter. Hein, non, jamais. Dans les années 80 et tout.
Vous avez parlé tout à l'heure de personnes transgenres et ça m'a fait directement penser à une ultérieure discrimination que eux peuvent subir au niveau de la santé. Par exemple, l'accès à l'hormonothérapie. Est-ce que du côté santé, est-ce que vous avez des données que vous pouvez nous porter en plateau par rapport aux discriminations dans cet axe? Et c'est très spécifique. Alors, moi non, mais on avait un peu regardé. C'est quand même pas trop connu aussi ce côté-là. Non, c'est pour ça. On avait regardé à la Fondation parce que ce sujet avait retenu notre attention. On avait regardé ça il y a 5 ans et puis on a pris l'épidémie de Covid sur la figure, donc voilà, on s'était dit que c'était peut-être pas le moment était mal choisi, enfin bref, bon. Mais le fait est, et du coup j'ai regardé et c'est vrai que la question est toujours sur la table. Il est frappant qu'il n'y a aucun chiffre d'ampleur, enfin il n'y a aucune étude chiffrée sur les discriminations en santé des personnes LGBT. C'est assez prodigieux. Enfin, cette absence est assez prodigieuse parce que ça veut simplement dire qu'on considère, enfin, on n'a pas vu le problème en fait. Et aujourd'hui, heureusement, il y a des chercheurs et chercheuses souvent concernés par la question qui se penchent sur ce problème et qui essaient de commencer à entamer des études, mais c'est encore balbutiant, donc on aura probablement des résultats dans les années à venir, mais là, en attendant, on est en train de prendre du retard. Nous, effectivement, chez SOS Homophobie, comme on publie tous les ans le rapport qui s'appuie sur les témoignages qu'on reçoit, ça nous permet de chiffrer à partir des témoignages qu'on reçoit, c'est-à-dire qu'évidemment les chiffres ne sont pas exhaustifs, loin de là, mais ça donne des proportions dans ce qu'on nous dit. Effectivement, quand on regarde les témoignages qu'on recense qui sont relatifs à la santé, il y a presque la moitié des témoignages relatifs à la santé qui sont des discriminations transphobes. Quasiment la moitié. Et après, il y a en gros un peu moins d'un quart de gayphobie, un peu plus d'un quart de lesbophobie, mais quasiment la moitié des témoignages relèvent de la transphobie. C'est pas si surprenant que ça, quand on sait à quel point le sujet est mal connu du grand public, et le corps médical et paramédical fait partie du grand public dans la mesure où, pour le moment, le corps médical et paramédical n'est pas, ou très peu, ou vraiment très à la marge, n'est pas formé sur les questions de transidentité. Pas du moins comme on pourrait l'attendre, c'est-à-dire dans la formation initiale, dans la formation continue, de manière systématique pour chaque personnel de la santé. Ça, c'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, les formations qui sont déployées pour les personnels de la santé, ce sont des formations qui sont quasi systématiquement menées par les associations et impulsées par les associations, et qui vont donc s'adresser à des petits groupes de personnes. Alors, soit en formation initiale, sur des groupes d'étudiants et étudiantes, on fait un point sur les LGBTI-phobies et la transidentité, la transphobie, soit en formation continue auprès d'équipes dans certains hôpitaux, par exemple. Mais ça reste des poches de formation à droite à gauche, c'est loin d'être systématique, et donc on se retrouve avec des réactions qui nous donnent un panel de discrimination transphobe du côté de la santé. Alors la discrimination qui ressort ultra majoritairement, c'est le rejet, c'est-à-dire le refus de certains patients et patientes, et puis après il y a du refus de traitement sur certains soins, c'est-à-dire que le patient ou la patiente est reçu, mais on lui refuse l'accès à certains soins, on lui refuse l'accès à certains traitements, par exemple, ou alors on fait traîner très longtemps des chirurgies, ou très longtemps l'accès à l'hormonothérapie, par exemple, où il y a encore ce fameux chantage. Alors là, on est à moitié sur le terrain de la santé, à moitié sur le terrain du droit, mais ce fameux chantage à l'attestation médicale pour prouver qu'on est bien une personne trans, ce qui n'est plus légal. Aujourd'hui, ça n'est plus légal de demander un tel document à une personne en transition, mais on le sait, dans les tribunaux, c'est encore une pratique qui a cours. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'entraves encore et de difficultés pour les personnes trans à avoir recours au parcours de santé. Alors en fait, je crois qu'il y a une difficulté, c'est une affaire compliquée, cette histoire de santé, parce que en plus de tout ça, en plus de la réalité, on a un système de santé en France qui est en crise.
qui est en crise. Enfin, je ne sais pas si le mot est juste d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que ça dure, mais on manque de personnel. Dans les hôpitaux, les personnels sont mal payés, sont pas toujours bien équipés. Enfin voilà, il y a un problème autour de ça. Mais en fait, scoop, les personnels soignants sont des êtres humains, donc ils ont les mêmes clichés, comme disait Julia, ils ont les mêmes clichés, les mêmes préjugés. Voilà. C'est quand même si vrai que on a encore des médicaments qui sont testés, enfin qui sont dosés et testés pour des hommes. Les mecs, ils ont même pas compris qu'il y avait. Enfin, ils arrivent à oublier la moitié de l'humanité. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas prêt qu'ils prennent en compte les personnes trans. Enfin voilà quoi. Je veux dire, il y a des biais comme ça qui sont lourds et qu'il faut lever. C'est aussi valable pour les personnes racisées. C'est-à-dire que le coup de... moi, ça m'a scotché quand j'ai appris ça. Le coup... Ah mais non, mais ils sont plus durs à la douleur. Le syndrome méditerranéen. Ouais, c'est ça. Non, mais d'où t'as vu ça ? Ça vient d'où ça ? Enfin, je veux dire, la douleur, on sait que c'est un des trucs les plus... Aujourd'hui, on sait que c'est un des trucs les plus inutiles. Il n'y a aucun intérêt à la douleur. Enfin, il n'y a même pas un intérêt de diagnostic ou un intérêt de... Genre, une fois qu'on a repéré le truc, on essaye d'apaiser la douleur, voire on essaye d'anticiper voilà. Mais non, il y a des... Voilà, donc les préjugés sont bien là et effectivement, il faut les travailler. Alors, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des gens qui travaillent sur le sujet parce que pour l'instant, c'est quand même la grande... on est dans une espèce de déni, quoi. Ouais. Et peut-être moi, si je dois faire une étude comparative entre mon pays d'origine et la France, je dirais que par rapport aux soins, à l'accès aux soins, je préfère la France que mon pays. Pourquoi ? Parce que déjà, être gay, devant un médecin, on a du mal à lui dire, tiens, médecin, je suis gay. Parfois, on peut avoir, je sais pas, une déchirure, je sais pas quoi. Mais devant un médecin noir, on lui dira, tiens, j'ai les hémorroïdes, par exemple. On ne peut pas entrer dans le vif du sujet. Mais ici, par contre, devant un médecin, on peut tout dire. On n'a pas honte, on n'est pas jugé par rapport à ce qu'on est. Donc, moi, si je dois faire une étude par rapport à ces deux pays, je dirais la France est meilleure que mon pays d'origine. Mais c'est intéressant ce que tu dis, David, parce que ça montre aussi à quel point il y a quelque chose de l'ordre des deux vitesses dans les discriminations LGBTI-phobes. Et du coup, ce que tu racontes, ça montre que finalement, aujourd'hui, l'homosexualité, stricto sensu, c'est plutôt bien accepté en France, du moins par les personnes qui ont des responsabilités. Les médecins en font partie. Il y a une habitude. Il y a eu des formations sur toutes les questions de santé liées à l'homosexualité, aux relations homosexuelles. Ça existe. Par contre, on a clairement un train de retard sur les transidentités. Et ça, sur les transidentités, c'est là que ça bloque. Et en fait, ce truc-là, c'est quelque chose qu'on constate perpétuellement. Aujourd'hui, l'homosexualité, ça va. Les transidentités, ça va pas. Mais en revanche, les discours qu'on entend sur les transidentités, c'est les mêmes qu'on entendait il y a 40 ans sur l'homosexualité. Et donc, il y a vraiment ce décalage. Et je te rejoins tout à fait sur ce que tu dis. Aujourd'hui, oui, pour les personnes homosexuelles. Alors, c'est pas une vérité absolue. Et là, il y a une grosse dissension entre les hommes gays et les femmes lesbiennes. Parce que les femmes lesbiennes ont beaucoup plus de difficultés de santé que les hommes gays qui sont bien mieux pris en charge aujourd'hui. Mais voilà, il y a quand même cette marche qui se joue. Tout à fait. Moi, je pensais aussi à un autre outil de la lutte contre le VIH, la prophylaxie pré-exposition. Ça aussi, ça relève de pas mal de discriminations au niveau vraiment de son accès. Si tu es un homme, si tu es une femme, si tu es une personne transgenre, il y a aussi toute une série de discriminations développées. Sur ça, je renvoie aussi au travail sans compter un jugement moral à 2 balles sur le thème tu baises encore. Enfin voilà quoi. Non mais c'est tout parce à fait. Que en fait peut-être ce dont on a du mal à prendre conscience, je trouve, c'est qu'en fait l'acte de soigner est un acte intime pour le patient, pas pour le soignant mais pour le patient. Et je pense que là il y a un nœud de complication en fait. C'est-à-dire que comme disait David, la sincérité intervient dans le diagnostic.
Et puis après, l'acte de soigner peut être très intrusif. Enfin, voilà. Donc du coup, cette question des discriminations en santé est vraiment une question extrêmement sérieuse, qui n'est pas traitée, mais c'est vraiment une question extrêmement sérieuse, parce que ça met en danger la vie des gens. Enfin, on peut se tromper de diagnostic, on peut... Enfin voilà quoi. Donc on peut renoncer à aller se soigner parce qu'on a peur de l'accueil qu'on va... Voilà, parce que la plupart des médecins aujourd'hui, effectivement, je pense, sont bienveillants, en tout cas à l'égard des hommes. Effectivement, après, les femmes sont encore... c'est plus compliqué. Mais bon, il n'empêche, quoi. Et alors, les personnes trans, et ça veut dire... Il faut aussi penser que ça veut dire que les gens renoncent à se soigner. Ce qui est encore un autre problème, ça veut dire qu'ils se mettent en danger. Oui. Après, c'est pas du tout la même situation si nous sommes à Paris ou si nous sommes en banlieue ou si nous sommes en Provence, parce que on le sait très bien dans les VIH, il y a des listes de médecins bienveillants. Et ça, c'est pas juste qu'on doit piocher là-dedans, parce que quand on est une personne isolée, on n'a pas accès à ces données. On ne sait pas qui est le médecin qui pourra nous soigner, le dentiste qui nous prendra sans faire problème si nous sommes porteurs du VIH. Du coup, voilà, il faut penser aussi aux personnes qui sont éloignées des réseaux, des associations. Et je reviens avec ça à l'espace public. En fait, c'est une question que j'ai depuis tout à l'heure quand vous parlez de l'espace public. On va un peu terminer sur ça. La majorité des violences, des insultes, des problèmes, ça se développe dans l'espace public. Du coup, il dénote aussi comme c'est ancré systémique dans les normes hétérosexuelles de vie que nous avons. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a parlé des lois, on a parlé des marches, des fiertés. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on change ces gens C'est quelque chose qui nous paraît gigantesque, quand c'est ancré, c'est culturel. À mon avis, de la même manière qu'on redonne la place aux femmes dans l'espace public. Enfin, l'espace public, c'est un espace masculin. C'est... comment dire ? C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est petit à petit et en insistant, en lâchant pas l'affaire, qu'on arrive à déplacer un peu le curseur, quoi. Mais à la base, et à tort évidemment, l'espace public, c'est un espace masculin hétéronormé. Enfin voilà, quoi. En gros... Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce constat et j'ajouterais que la solution, alors, entre guillemets évidemment, parce qu'elle sera bien longue à mettre en place, mais l'idée en tout cas, c'est... d'inverser la tendance, de renverser la vapeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une personne est agressée dans l'espace public, et en fait j'ai envie de dire pour n'importe quoi, parce que là on parle de LGBTI-phobie, mais c'est valable pour n'importe quoi, quand une personne est agressée, il y a la personne agressée, il y a généralement le groupe qui l'agresse, parce que c'est pas souvent des personnes seules qui commettent les agressions, c'est souvent des groupes, et puis il y a la société autour qui regarde. Et pour les LGBTI-phobies, aujourd'hui, on a une vraie complaisance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des insultes homophobes ou transphobes qui fusent, les gens regardent et se disent, après tout, oui, peut-être que la personne l'a bien cherché, peut-être que, on va pas intervenir en tout cas. Et là où je dis qu'il faut renverser la vapeur, c'est que tous ces gens qui sont autour à regarder, à rien faire, ce sont des gens qui sont de potentiels alliés. Et c'est là qu'on a une carte à jouer. C'est responsabiliser et surtout avant de responsabiliser, faire prendre conscience à chacun et chacune qu'en fait, si quelqu'un est là, quelqu'un peut. Et c'est aussi simple que ça. Être là, c'est pas être transparent, regarder et rien faire. Être là, c'est avoir, si on le veut, la capacité d'intervenir. Mais donc, il faut le vouloir. Mais en fait, on a cette possibilité de renverser le un contre tous. Et ça peut devenir, à un moment donné, le tout le monde contre le groupe agresseur. Mais pour ça, il faut se sentir concerné. Et je crois que là, c'est là le travail de fond qu'on est déjà en train de mener, mais qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut continuer à mener, pour bien comprendre que les discriminations homophobes, transphobes, ce n'est pas le problème des homosexuels et des transgenres.
Non, c'est le problème de tout le monde. Oui. Parce que ces discriminations-là, elles ne détruisent pas que les personnes concernées, elles détruisent l'intégralité du tissu social. C'est des discriminations qui détruisent les familles, qui détruisent l'école, qui détruisent le milieu professionnel. Elles détruisent tout sur leur passage, ces discriminations. Et donc, quand on en prend conscience, même si on n'est pas soi-même homosexuel, mais que quelqu'un se fait casser la figure dans la rue à côté, on est capable de se dire, en fait, j'ai pas envie de vivre dans ce climat-là, donc moi, j'interviens et je m'oppose. Oui. Et là, on peut renverser la vapeur. Et parfois, ce qui est un peu drôle, c'est que souvent, nos haters, ce sont très souvent de gays refoulés. Oui. Moi, c'est un constat que je fais. Les personnes qui nous détestent, et devant tout le monde, en coulisses, ils nous font la cour. Voilà. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Oui. Se sentir concerné, c'est vraiment un bon sujet. Et ça vaut dans tous les sens, et surtout en ces moments historiques. On ne peut pas ne pas se sentir concerné par ce qui arrive dans le monde. Du coup, il faut continuer la lutte. C'est ce que nous faisons. C'est vraiment super important ce qu'a dit Julia, parce que surtout et précisément en ce moment, c'est-à-dire parce que il y a ce qui se passe aux États-Unis, c'est déjà pas rigolo pour les Américains, mais il y a aussi la vague de fond que ça a libérée, et précisément en ce moment, dans l'espace public comme dans l'espace politique, c'est-à-dire là où on organise notre société, il faut prendre conscience que ce qui est menacé, c'est pas un petit bout de droit d'un petit bout de la société. C'est la société tout entière. C'est-à-dire c'est la manière dont fonctionne la société, les principes sur lesquels elle est construite, alors qu'effectivement ne sont pas toujours respectés, ça c'est un autre sujet, mais c'est tout ça qui est menacé, et qu'on on sauvera pas notre modèle social en laissant tomber une partie de ce qui le constitue. Je veux dire, c'est un tout, quoi. C'est-à-dire que les droits LGBT, ça fait partie de notre modèle social. L'égalité des droits, même si elle n'est pas complètement atteinte, l'égalité des droits fait partie de notre modèle social, et c'est certainement pas en renonçant à cette égalité qu'on sauvera ce modèle. Et c'est vraiment très important que tout le monde en prenne conscience, et que tout le monde agisse en conséquence. À la fois, encore une fois, je reprends l'analogie avec l'espace public, parce que c'est exactement la même chose. Merci beaucoup. Merci Denis, merci Julia, merci David. Merci Christina.